Bonjour les amis, l'histoire que je m'apprête à lire, c'est La folle randonnée d'Hercule Perruchon, tome 1, de Jean-Pierre Ivora, publié aux éditions Le Lys Bleu en 2022. Le livre comporte 182 pages. Quatrième de couverture. La folle randonnée d'Hercule Perruchon, tome 1, vous entraîne au cœur de l'aventure folle d'Hercule. Ce dernier, malgré un environnement peu favorable à son épanouissement, une mère mente religieuse trop présente, un frère cadet dépressif, poursuit sa marche solitaire, faite de rencontres exceptionnelles, vers Édouard, son père gravement malade. Dans une intrigue saisissante, vous êtes invité à le suivre tout au long de son périple, fait de situations plutôt surprenantes. À propos de l'auteur, Jean-Pierre Ivora consacre l'essentiel de son activité à l'écriture, particulièrement à celle de la fiction policière. Par ailleurs, il est l'auteur de plusieurs livres, dont La Maltaise, Sable rouge et La traque finale. Bonne écoute. Citation. Qu'importe ma vie. Je veux seulement qu'elle reste jusqu'au bout, fidèle à l'enfant que je fus. De Georges Bernanos. Prologue. L'Allemagne nazie impose au gouvernement de Vichy la mise en place du STO, service du travail obligatoire, pour compenser le manque de main-d'œuvre dû à l'envoi de soldats allemands sur le front de l'Est. C'est ainsi qu'un nombre important de travailleurs français furent acheminés vers l'Allemagne entre juin 1942 et juillet 1944. C'est dans un contexte de durcissement, en mai 1943, que Laval contraint une classe d'âge à rejoindre les usines allemandes. Certains travailleurs sont obligés de faire fonctionner les exploitations agricoles de l'autre côté du Rhin. C'est à partir de ces situations que j'ai imaginé le départ d'un ouvrier agricole d'une grande ferme du nord-est de Berlin en 1950, vers sa région natale du sud-est de la France. Une folle randonnée qui le mènera à pied sur les chemins, les sentiers d'une Allemagne en reconstruction. Les lignes suivantes sont une œuvre de fiction, les noms, les personnages et certains événements sont le fruit de mon imagination et utilisés fictivement. Certains lieux ont été modifiés volontairement. Toute ressemblance avec des personnages réels, vivants ou morts, serait pure coïncidence. Hypnosis. En 1943, Hercule Perruchon, avec plusieurs de ses camarades, est contraint de partir pour l'Allemagne dans le cadre du STO. C'est dans une grande ferme au nord-est de Berlin qu'il accomplit pendant 7 années un travail routinier. Après avoir reçu par courrier une triste nouvelle, avec quelques marques en poche et un équipement inadapté, il décide de partir à pied sur les routes et les sentiers vers le sud-est de la France. Hameau après hameau, village après village, faubourg des villes, il marche et repense à son passé lié à une enfance difficile, à une mère indifférente et fantasque, à un frère cadet rebelle. En dépit de sa petite taille avec un physique ingrat, d'un comportement maladroit et embarrassé, il entreprend ce voyage initiatique. De multiples rencontres lui permettront de côtoyer de drôles de personnages, de découvrir des pratiques inattendues, un monde nouveau pour lui. Malgré la chaleur, la pluie et la fatigue, il marche, toujours poussé par une force mentale insoupçonnée, convaincu de revoir son père une dernière fois. Les personnages principaux. Édouard Perruchon, le père,
Marinette Perruchon, la mère, Hercule, le fils aîné, Maurice, le fils cadet, Magda Ouring, la fermière allemande, Emma Tournebride, la comptable du garage, Dario Deldon, le patron du garage, Roger Lagrelle, le voisin de Coursegoule. Citation à Catherine et Eva avec toute mon affection. Chapitre 1. Hameau de Saint-Jürgen, Allemagne, juillet 1950. C'était un matin comme tant d'autres. Le colis et la lettre qui l'accompagnaient arrivèrent un jeudi. Barbe naissante, chemise maculée auréolée de sueur, Hercule Perruchon était assis devant une table en bois vermoulu. Dans la cour de la ferme flottait dans l'air un mélange de foin coupé et d'odeurs tenaces arrivant de l'étable toute proche. Plus simplement, cela sentait la vache et surtout ce qui pouvait sortir des ruminants au terme d'une longue digestion. Près du hangar, Helmut, le mécano, finissait de graisser la bruyante moissonneuse-batteuse. Dans un corps de bâtiment annexe, 3 ouvriers empilaient les paniers de pommes de terre. Hercule apercevait la longue plaine qui s'étalait à perte de vue, entre les sous-vêtements suspendus sur un fil flottant au vent, comme de larges cerfs-volants gonflés par la brise. Il était loin de ses moutons, de ses chèvres, il était loin des terrains rocailleux et pentus de l'arrière-pays niçois. « Hercule !» lança Magda la fermière teutonne. « Un colis pour toi !» Il pensait que demain il devait traire les vaches et nettoyer l'auge des cochons. Le cliquetis de la baratte cesse. Magda apparut dans l'encadrement de la porte et lui tendit le colis. Le courrier postal fonctionnait assez bien maintenant. Lettres et paquets parvenaient régulièrement à la ferme, rythmant les nouvelles parvenant de son village natal de Coursegoule. Magda était une femme plutôt corpulente, joliment charpentée. De son éternelle blouse fleurie émergeaient 2 bras potelés et bronzés, peau rugueuse tannée par le soleil, rien de comparable avec le bronzage doux et velouté des belles étrangères de la promenade des Anglais et de la croisette de Cannes. Sous sa chevelure blonde brillaient des yeux généreux, bienveillants pour les travailleurs que nous étions. Elle s'exprimait en allemand et en français dans un langage approximatif, mais suffisamment compréhensible pour Hercule, qui avait appris les fondamentaux d'une langue dont il ignorait tout il y a 7 ans. Magda était assistée par Verhert, un inspecteur au service des propriétaires. Il répartissait les tâches des équipes au rythme des saisons. « C'est pour toi !» annonça-t-elle avec un fort accent en déposant le colis sur la table, tout en l'avançant vers lui. Quand le paquet toucha presque sa main, il le contempla comme si c'était le premier, comme si auparavant il n'avait jamais rien reçu. Il était parfaitement ficelé et sur le papier marron, une étiquette collée faisait mention du destinataire. Monsieur Hercule Perruchon, chez Madame Magda Ouring, hameau de Saint-Jürgen, Allemagne. Sur le cachet de la poste, Hercule venait de lire « Coursegoule, AM, France, le 2 juillet 1950. » Le colis avait mis une quinzaine de jours avant d'arriver à destination. Rapidement, il détacha le lien, déchirant avec empressement l'emballage, étalant sur la table, figues séchées, bocal d'olive, tranches de lard fumé, pot de confiture, sous les yeux de Magda qui scrutait avec curiosité le contenu du paquet et détaillait avec intérêt les curieux bocaux de fruits séchés, si rares et inconnus dans la région. C'est alors qu'Hercule découvrit une enveloppe jaune. Il ne reconnut pas l'écriture. «
Qui avait écrit son nom? C'est peut-être une erreur, pensa-t-il. La raison et la curiosité le poussèrent à décacheter sans délicatesse l'enveloppe. Hercule examina le mystérieux courrier jaune. Des taches de lard avaient formé comme des nuages sur le papier. La couleur lui fit penser à l'urine des chèvres quand elles vidaient sans pudeur leur vessie, situation qui, quand il était gosse, le mettait mal à l'aise et faisait rire sa mère. Il commençait à lire, sentant le regard de la fermière posé sur lui. Il remarqua à l'angle de la feuille un signe paroissial d'un lieu qu'il connaissait. Le nom et l'adresse étaient adroitement inscrits par une personne qui avait l'habitude d'écrire à la plume. Cher Hercule, vous serez certainement étonné de recevoir ce courrier. Il posa directement son regard sur le bas de la lettre et la signature. Qui t'a écrit? Lança la fermière. C'est le curé de la paroisse Saint-Ranvé, près de mon village, en France. Magda saisit une figue sèche et d'un coup de dent détacha un fragment du fruit sucré. Quel curé? C'est un prêtre qui célèbre la messe dans plusieurs villages du haut pays vensois. Elle se léchait le bout des doigts recouverts de sucre avec une mimique langoureuse et évocatrice. Il se remémora cette fin de journée de juin, alors que la chaleur s'apaisait. La veuve lui avait fait comprendre son désir de trouver un compagnon. Ce n'était pas le mot juste, il avait traduit, elle recherchait plutôt un amant. Il s'était donc installé dans le lit de la brave fermière, aux mains rugueuses et aux larges culottes de coton. Bref, ce n'était pas franchement érotique, mais bon, il avait 31 ans, elle la cinquantaine. Les requis, ses camarades français du service du travail obligatoire, avaient regagné depuis longtemps leur pays natal dès l'armistice. Hercule, lui, restait dans les plaines de la Basse-Saxe, dans un confort relatif, loin de sa famille. Oh, il y avait bien eu quelques égarements sexuels dans la grange. Malheureusement, Hercule était allergique au foin. Les éternuements intempestifs qui suivirent avaient mis fin aux ébats. Hercule, ignorant les simagrées de la femme, se replongea dans la lecture de la lettre. La présentation était parfaite, rien à voir avec les griffonnages de l'adresse sur le colis. C'était toujours ainsi avec le curé. Il faisait tout de manière exemplaire. Le prêtre me demande si je suis bien traité, si je mange suffisamment. Magda eut un rictus désapprobateur, reprit sa respiration quelques secondes. Qu'est-ce qui ne va pas, Hercule? Il se tut, se leva, le visage blême, et réussit à murmurer. C'est la tuberculose. Monsieur le curé m'informe que mon père est mourant et qu'il n'a que quelques mois à vivre. Il essaya de poursuivre, mais les mots lui échappaient. D'un revers de main, il essuya les larmes qui coulaient sur ses joues. « C'est pas juste, » dit-il les yeux embués. Le temps parut suspendu. Il lui sembla que même la nature interrompait son concert. Magda avait compris, son visage se ternit. « Je suis désolé. » Il baissa la tête. Il aurait dû lever les yeux, mais c'était impossible pour lui. « Demain, il fera beau, » reprit-elle. « Nous finirons le ramassage des pommes de terre. » Il resta muet, incapable de réagir. En quelques secondes, le ciel lui était tombé sur la tête. Il aimait tellement son père. Elle ferma le pot de figues, souleva le colis et disparut à l'intérieur de la pièce commune. Quelques instants plus tard, le bruit singulier de la baratte reprit. Hercule avait des difficultés à respirer, il n'avait plus la force de se lever, il sentait une vague d'émotion l'envahir.
Pourquoi avait-il passé autant d'années sans parler vraiment à son père? Pourquoi ne s'était-il pas confié à lui? Pourquoi ne lui avait-il pas dit qu'il aimait? Il était peut-être trop tard maintenant. L'image de son vieux père avec lequel il parcourait les sentes des collines, ce petit bonhomme aux cheveux argentés, était gravée à jamais dans sa mémoire. Il n'avait jamais pu l'appeler papa, alors, comme les voisins, il le nommait Édouard, Édouard le chevrier. Quel âge avait-il? 60, 70 ans? Et il était en train de mourir sur le haut des collines de Valoris, dans ce sanatorium, dans une de ces salles communes où l'on côtoie la maladie et le désespoir. Et lui était à des centaines de kilomètres de son père. Il jeta un coup d'œil sur les champs, la brise avait cessé, le balancement des vêtements sur le fil aussi. Hercule glissa la lettre dans la poche de son pantalon, palpa 3 fois le côté de sa cuisse pour s'assurer que l'enveloppe ne tomberait pas, se redressa, puis se dirigea vers le hangar. Magda déposa le pot de beurre sur une étagère de l'arrière-cuisine, là où les murs de pierre étaient les plus épais, là où il faisait le plus frais. À l'étage, elle poussa doucement la porte de sa chambre et resta silencieuse un court instant. Elle était seule. Étrangement, elle semblait par son comportement ne vouloir déranger personne. Pourtant, elle était seule. Ensuite, comme chaque soir, elle poussa le rideau de dentelle de la fenêtre, biffa du doigt la fine couche de poussière qui s'était déposée sur la boiserie. Elle posa son regard sur la photo de son mari cerné d'un ruban noir, puis sur la photo de son fils posée à côté. Elle veillait à tenir la pièce propre, espérant toujours le retour improbable d'Heinz, son fils unique. Elle fit un signe de croix, puis referma délicatement la porte. Elle songea à Hercule, en bas, avec sa lettre, et alla préparer le repas du soir. Hercule détacha plusieurs feuilles de son bloc de papier à lettres et saisit un stylo à encre soigneusement placé dans sa valise. Que pouvait-il écrire à son père atteint par la tuberculose? Il voulait lui dire à quel point il aimait, mais il ne pouvait paraître affligé ou témoigner des regrets. Une formule trop précise aurait pu évoquer un dernier adieu, saluer un père que l'on ne reverrait plus. De toute façon, avec son simple certificat d'études primaires, il ne trouvait pas les mots. Il écrivit « Cher papa, j'espère que ta santé va en s'améliorant et que tu retrouveras rapidement ton village. » Mais quand il relut le courrier, il lui sembla confus et peu adapté. Il froissa la feuille, en fit une boule et détacha une autre feuille. Il n'avait jamais eu aucun talent pour l'écriture. Il n'avait jamais osé exprimer ses sentiments. De toute façon, il ne trouverait jamais les mots appropriés. Comment manifester sa compassion à un mourant? Si les circonstances étaient inversées, comment réagirait son père? Lui aurait trouvé les mots. « Hercule !» La voix de Magda le fit tressaillir. Il la croyait dans la cuisine, occupée à préparer la soupe du soir, ou bien discutant avec les camarades des tâches du lendemain. Elle essuya ses mains sur son tablier. « J'écris une lettre à Édouard, mon père. »« Une lettre ? » ?»« Oui. Tu veux signer ? » ?»« Je ne pense pas. On ne signe pas un courrier si la personne vous est inconnue. » Il voulait en terminer rapidement, trouver une formule plus simple. Il n'avait qu'à écrire ce qui lui passait par la tête. « Cher papa, monsieur le curé m'a informé de ta maladie. Je suis vraiment peiné. Bien affectueusement, ton fils Hercule. » C'était banal et sans relief, mais cela avait l'avantage d'exister. Il glissa la feuille dans l'enveloppe,
écrivait l'adresse du sanatorium de Vallauris. Le lendemain, tôt le matin, il ouvrit la petite armoire individuelle près de son lit, décrocha sa veste de cuir, vida le contenu de la boîte métallique des quelques marques et francs qu'elle contenait. À la porte du logement annexe de la ferme, il ressentit l'air tiède chargé d'effluves provenant de l'épandage du fumier. Magda le suivait du regard. « Tu en as pour longtemps ?»« Non, je vais juste dans la rue principale. » Elle le regardait s'éloigner. Un drôle de sentiment l'envahit. Lui avait envie de pleurer, mais il n'y arrivait pas. Il aurait aimé prendre la main de son père, le réconforter, mais il ne pouvait pas. « Au revoir, Magda. » Sa silhouette disparut derrière la palissade qui fermait l'un des côtés de la cour. Il ne s'était pas retourné. La ferme de Magda se situait à la sortie du hameau de Saint-Jurgen et bénéficiait d'une situation légèrement dominante, avec un panorama sur des champs qui s'étalaient à perte de vue. Une seule rue traversait le village, la partie centrale de la chaussée, mi-terre, mi-cailloux, était ravinée par les forts orages d'été qui arrosaient copieusement la région. Chiens-dents et chicorées sauvages garnissaient les bas-côtés de la route. En voyant Hercule arriver, le fermier voisin lui fit un signe de la main et se dirigea vers le portail qui fermait l'enclos. Gunther était un homme maigrichon, avec un éternel mégot planté à la commissure des lèvres, cigarette jaunie au grain de tabac dérangeant qu'il crachait régulièrement. Le fermier était tellement léger qu'il faisait craindre à Hercule qui ne s'envolât par jour de grands vents dans les champs de luzerne. Gunther avait perdu sa femme dans les semaines qui avaient suivi l'arrivée d'Hercule à Saint-Jurgen, et depuis son veuvage, il évoquait sa solitude, les malheurs de la guerre, les restrictions alimentaires pour ceux des villes. Hercule ne comprenait pas tout, car le paysan parlait très vite et très longtemps, alors il écoutait encore. « Vous faites une promenade ?» demanda Gunther. Hercule prit un air détaché, car il espérait poursuivre son objectif au plus vite. « Vous avez une lettre à poster ?»« Oh, depuis la mort de ma femme, je ne reçois que des lettres de l'administration. Ça vient de Berlin. » Les yeux du fermier s'embuèrent. Hercule comprit tout de suite quelle direction allait prendre leur conversation. Il jeta un œil vers le ciel, qui se couvrait de nuages floconneux, comme la barbe à papa, celle de son enfance à la fête foraine de Vence. L'homme rompit par un long soupir le silence qui s'était installé. « Il va peut-être pleuvoir demain. »« C'est possible. » Gunther aimait la pluie et disait toujours « Ça nous évite d'arroser. » C'est bien pour vous, s'il pleut, vous gagnez une journée de repos. Pas de repos. Magda n'aime pas que l'on traînaille. Arthur regarda ses chaussures montantes de type brodequin et se posa la question. Pourquoi avait-il des chaussures aussi rigides, aussi lourdes ? Il n'avait aucun projet d'escalade d'une paroi rocheuse. « Bien, je vais y aller. Je ne veux pas louper la levée du courrier demain matin. » En secouant l'enveloppe, il poursuivit maladroitement sa marche sur la chaussée déformée. Il fut désagréablement surpris de voir se détacher le profil de la boîte aux lettres sur le mur de la grange. Il tenta de s'éloigner pour l'éviter, mais elle était là, à patienter à la sortie du hameau. Il s'arrêta, souleva le bras à la hauteur de l'ouverture, pivota légèrement pour mesurer la faible distance que ses brodequins venaient de parcourir. La rue était cernée de part et d'autre par une série de maisons disparates, éventail architectural constitué de hangars,
de granges et de modestes maisons, exception faite de l'église au clocher massif couvert d'une toiture conique. En juin 1943, Hercule avait reçu un courrier du commissariat général du STO de Nice. Monsieur Hercule Perruchon, vous êtes prié de vous présenter le lundi 15 juin 1943 avant 12 heures à l'école communale de Cannes. Vous êtes averti qu'en cas de défaillance insuffisamment motivée, de graves sanctions seront prises à votre égard ainsi qu'à votre famille et les tiers complices. Le commissaire général. Après un court séjour dans un camp du STO à Falling-Bostel en Basse-Saxe, il fut transféré au hameau de Saint-Jürgen en juillet 1943. Il était né en février 1921 au hameau de la Braille, commune de Coursegoule, dans les Alpes-Maritimes. Hercule avait grandi avec ses parents, Édouard et Marie, que tout le monde appelait Marinette. Plus tard, il comprit que ce diminutif était lié à sa petite taille. Une fois l'an, il allait à la foire de Vence, friandises et tours de manège, vider ses poches des quelques francs chichement économisés. Ainsi, en août 1931, il avait dû rentrer chez lui les poches vides. Il fréquentait peu ses voisins, préférant courir seul dans la garrigue pour chasser merles et alouettes. À cette époque, il s'était passionné pour les courses d'escargots. À l'arrière de la ferme, il y avait un tas de fumier. Du bout des doigts, il y ramassait des vers pour nourrir son élevage de têtards. Mais maintenant, tout cela n'existe plus. Même son école, faute d'élèves, avait été transférée dans un village voisin. Hercule, avec remords, pensait qu'il n'avait jamais trouvé les bonnes phrases pour parler à son père. Il s'imagina retourner à la ferme, auprès de Magda et ses camarades, reprenant comme avant le sarclage des pommes de terre et la monotonie des tâches quotidiennes. Dimanche, il irait à la messe. Une bouffée émotionnelle le submergea. Édouard était à l'entrée d'un tunnel noir, celui d'où l'on ne revient jamais. L'enveloppe timbrée était à demi introduite dans la fente de la boîte aux lettres. Il n'arrivait pas à la faire basculer. « Et puis, c'est une belle journée » dit-il tout haut. Il était seul. La rue était déserte. Il n'avait rien de précis à faire. La brise s'était levée à nouveau, charriant les fines odeurs d'herbe coupée. Il pouvait donc marcher encore un peu plus. Tant pis pour la soupe de Magda. Il la mangerait plus tard. Il tourna à l'angle de la dernière maison vers Brême, le prochain hameau. Les décisions spontanées, sans réflexion préalable, n'étaient pas dans la nature d'Hercule. Depuis qu'il était en Allemagne, les journées lui paraissaient sans attrait et ses nuits étaient hantées de cauchemars. En arrivant à la boîte aux lettres suivante, il fit une halte. Il avait entrepris une action sans juger s'il était capable d'aller jusqu'au bout. Il sentit son corps s'emballer, des gouttes de sueur lui brûlaient les yeux. Il prit la décision de marcher jusqu'au bureau de poste du village voisin. Il aurait ainsi la certitude que son courrier partirait pour la France le lendemain. La chaleur commençait à s'apaiser, mais la transpiration avait formé de larges auréoles sur sa chemise. Aux premières maisons de Brême, il aperçut derrière une fenêtre un regard qui l'observait et se sentit contraint de forcer le pas. Ça et là, des poubelles jalonnaient la rue, objets hétéroclites, privés et intimes, que les habitants déposaient sur les trottoirs. Vieux pots de chambre fêlés, vélos d'enfants rouillés, pantoufles éculées. Il accéléra son allure vers la gare. Il ressentait une légère contracture à l'un de ses mollets. La façade de la station,
noirci par les fumées de la locomotive, donnait un aspect lugubre et peu engageant. Hercule claudiqua légèrement jusqu'à un banc, déplia la lettre de monsieur le curé. Édouard avait envie de parler à son fils, maintenant que la grande faucheuse se manifestait. Lui ne s'était pas préoccupé de la vilaine toux qui fatiguait son père depuis des mois. Il avait poursuivi sa vie sans se soucier de la maladie de son père. Il avait tout juste dit un « au revoir » quand il était parti avec ses camarades cultivateurs et éleveurs, jeunes du canton et d'ailleurs. Aujourd'hui, de lourdes larmes coulaient sur ses joues. Le profil massif d'un vieux monsieur lui parut déformé par les pleurs qui troublaient sa vue. Le patriarche s'assit à l'autre bout du banc. « Il semble que le ciel se couvre, » dit Hercule en tentant de s'éclaircir la voix sans tourner la tête. L'homme appuya son menton sur le pommeau de sa canne. « Vous êtes français ? » ?»« Oui, mais à quoi l'avez-vous reconnu ? » ?»« À votre accent, mais surtout à vos chaussures. Il n'y a que les Français pour porter des godasses pareilles. » Hercule s'interrogea à propos d'une telle situation. Lui était-il arrivé de s'asseoir sur un banc avec son père, de partager des souvenirs, de parler de la naissance du dernier chevreau, ou simplement de ne rien dire, en regardant dans la même direction vers le sud, vers la mer ? C'était sûr, il n'avait aucun souvenir d'instant pareil. Il eut l'impérieux désir de poursuivre sa route, de poster sa lettre. Un groupe d'ouvriers s'interpellait, riant grassement en regardant passer une jeune fille. Hercule ignora cette troupe d'agités. En attaquant le raidillon direction Basse-Somme, il songea à Marinette, sa maman, si présente, si envahissante, si élogieuse à son égard, trop à son goût et qui ne jurait que par lui. Il prenait conscience que c'était toujours elle qui signait de ses 2 initiales MP. Son carnet de notes, c'était toujours elle qui prenait les décisions, ce qui l'amena à se questionner. Qu'aurait-elle fait à ma place ? Si dans ce choix, elle était Hercule, qui suis-je ? Il dépassa le bureau de poste sans un regard pour la maisonnette. Chapitre 2 « Hercule et la jeune blonde » Hercule arriva sur le haut de la colline. Le marché aux bestiaux venait de se terminer. 2 employés municipaux balayaient les déchets corporels des animaux. L'horloge sur le fronton de l'église affichait 17 heures. Il s'arrêta devant le dernier commerce du village. De petites aiguilles piquaient de ses mollets à chaque enjambée. Dans son dos, l'eau de la rivière ralentie par une boucle d'un vert profond semblait endormie sous l'arche d'un pont. Il fit une halte à l'épicerie, boutique proposant aussi des journaux, des cartes postales, de la petite bimbeloterie. Il voulait récupérer de sa fatigue sans attirer l'attention. Astucieusement, il parut s'attacher au titre d'un journal qui étalait à la une la reconstruction de bâtiments publics. Puis il jeta un œil sur les cartes postales glissées sur un présentoir, la Suisse, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark. Quand il était jeune, sa mère lui montrait avec passion des paysages enneigés, des séquoias géants, des chalets colorés au bord d'un lac immense. Mais lui, inconsciemment, craignait ces terres lointaines dont il ignorait l'existence. Rien n'avait changé. Chaque année en août, malgré le jeune âge de mon petit frère Maurice, nous allions passer, avec ma mère, une quinzaine de jours dans le même camp de vacances sur l'île Sainte-Marguerite, une des îles de Lérins au large de Cannes. Hercule souffla profondément pour apaiser sa respiration, puis reprit sa marche.
Les maisons, de chaque côté de la rue, étaient pour la plupart prolongées par des jardinets fleuris, marguerites et tulipes ornaient les pelouses de plaques colorées. Il était déjà 17h30 et il avait manqué la dernière levée. Il devait manger une bricole, ensuite il irait jusqu'à la prochaine boîte aux lettres. En traversant la rue, il évita de justesse un tracteur tirant une remorque chargée de foin. Il se dirigea ensuite vers une bâtisse mi-auberge, mi-station délivrant du carburant, à la sortie du village, là où commencent les champs. Derrière le comptoir, une jeune blonde, les mains en reposoir sous le menton, paraissait s'ennuyer. Son chemisier, d'une couleur indéfinissable, laissait apparaître 2 bras d'un blanc laiteux, comme si elle était là depuis des années, sans jamais voir le soleil. Hercule lui demanda si elle avait quelque chose à grignoter. Elle ne comprit pas, demeurant bouche bée, mandibule tellement ouverte qu'Hercule craignit qu'une mouche ne vienne s'y égarer. « Oui, une tranche de pain et une saucisse, » précisa-t-il. Elle ferma la bouche tout en fermant imperceptiblement les paupières. « Vous voulez dire de quoi manger ?» Elle se dirigea lentement vers un meuble glaciaire, lui présenta une saucisse et 2 pommes de terre, réchauffa l'ensemble dans un petit four à l'arrière du bar et lui tendit le plat, en lui proposant une chope de bière. « Vous avez aussi de l'essence à payer ?» lui demanda-t-elle en se frottant les mains sur son tablier maculé. « Non, je suis à pied, je ne fais que passer. Ah ! Je dois poster une lettre à mon père qui a la tuberculose. » Embarrassée d'avoir prononcé ce mot, il diminua le son de sa voix, elle tourna la tête vers la rue. « Mon neveu aussi avait la tuberculose. Vous savez, cela arrive à tout âge. » Elle balaya du regard la vitrine, les étagères derrière le comptoir, puis affirma que l'infection pouvait se cacher partout. Pourtant, il faut rester optimiste. Du revers de la main, Hercule essuya le jus de saucisse qui débordait de ses lèvres. « Optimiste ? Il faut y croire, c'est mon avis. Pas dans la médecine. Il faut croire que votre père peut guérir. Tout se passe dans la tête et la foi. La prière peut guérir la pire des maladies. » Hercule observa la jeune femme. Étrangement, elle lui apparut dans un halo de lumière. Un rayon de soleil traversait une vitre et s'était posé sur sa tête, irradiant la blondeur de sa chevelure. Comme il la regardait avec insistance, elle baissa les yeux en se mordant la lèvre inférieure. « J'ai dit une bêtise ? » ?»« Oh non, la croyance et la foi peuvent sauver des vies. Je ne parle pas de religion, ni de curaillon, mais de la force de l'esprit, les choses que l'on ignore, qui nous dépassent. » Délicatement, elle écarta une mèche de cheveux qui lui barrait le front. Hercule pensa qu'il avait rarement rencontré une fille avec de telles convictions. En l'écoutant, ce qu'elle lui affirmait lui parut évident. « Et votre neveu, sa maladie a été vaincue parce que vous y avez cru ?» Elle repoussa énergiquement la mèche de cheveux qui, de nouveau, était retombée. « D'après mon neveu, ça lui a donné la force de poursuivre le combat, de vivre alors qu'il était perdu. »« Il y a quelqu'un ?» cria un homme vêtu d'un blouson de velours et coiffé d'un chapeau à larges bords. Il cognait ses clés sur le comptoir de marbre pour marquer son impatience. La jeune blonde se rapprocha de la caisse. L'homme regardait sa montre en tapotant sur le cadran. « Je n'ai pas de temps à perdre. Je suis à la recherche d'un ouvrier d'une ferme de Saint-Jurgen. »« Essence ?» demanda la jeune femme. « Si vous voyez passer un drôle d'individu, appelez-moi. »
dit-il en griffonnant un numéro sur un bout de papier froissé. Hercule, assis plus loin dans l'ombre de la salle, la tête dans les épaules, finissait sa dernière bouchée de pommes de terre. La fille avait retrouvé son visage abattu et sans expression. À première vue, et sans entrer dans les détails, elle avait compris, elle n'avait rien dit, leur discussion n'avait pas eu lieu. Hercule déposa quelques marques sur le comptoir de marbre et sans attendre la monnaie poussa la porte. La croyance, la foi, ces mots qu'elle avait utilisés, ces affirmations pleines de sagesse et de bon sens, Hercule n'était pas certain du sens qu'elle avait voulu leur donner. Il entendait souvent prononcer ces paroles par monsieur le curé, il avait des difficultés à y croire. Cela retentissait sous son crâne avec une obstination qui le surprenait. À 31 ans, il avait un aperçu des difficultés à venir, des problèmes de santé de son père, de la lente dégradation physique qu'Édouard avait subie et qu'il allait rencontrer, tels que la myopie, les bourdonnements d'oreilles, les rhumatismes articulaires. La crispation musculaire de son mollet gauche semblait maintenant irradier le haut de la jambe. Il prit la direction de Twixtringen. Il jura de s'arrêter à la prochaine boîte aux lettres. À la sortie de Basse-Somme, la route étroite était de plus en plus dégradée, les fossés avaient remplacé les trottoirs. De part et d'autre de la chaussée, à perte de vue, les rangées de peupliers formaient une espèce de haie verticale. Deux fois, d'un saut de côté, Hercule s'était écarté pour éviter les véhicules agricoles. Bêtement, il eut envie d'agiter la main vers eux, mais au dernier moment il s'était abstenu. Quelques kilomètres plus loin, les champs de tournesol s'étalaient devant lui, à sa droite, juste après les vallons, les lisières sombres des bosquets fermaient l'horizon. À l'entrée du hameau dont il ignorait le nom, à quelques dizaines de mètres, au carrefour de deux routes, un bureau de poste aux vitres opaques, le voyage d'Hercule s'arrêtait là. Il avança d'un pas lent, son mollet le tiraillait. Il songea à cet instant à ce qu'il avait traversé dans sa vie, aux filles aguicheuses pendant les fêtes de Vence, aux petits seins arrogants, aux refrains paillards chantés par les jeunes des fermes voisines, sans se soucier de sa solitude, du rendez-vous manqué lors de l'enterrement de son grand-père. Pourquoi toutes ces absences? Fallait-il que ce soit indéfiniment ainsi? Y avait-il juste un instant ou une décision à prendre avant qu'il ne soit trop tard? Que tous les comportements d'une existence devaient être oubliés? Comme si au bout du raisonnement il n'y avait aucune croyance? La vision de sa faiblesse l'accabla tellement qu'il se sentit pris d'impuissance. L'expédition du courrier ne suffirait pas, il pensa à un moyen plus efficient. Hercule vacilla légèrement vers le centre de la route, la face déformée par la tristesse. Une voiture donna un coup de frein et partit en dérapage pour l'éviter. « Espèce d'abruti !» vociféra le conducteur. C'est à peine s'il avait entendu les bruits d'essieu de la camionnette. Il avait oublié la boîte aux lettres. Il tenait du bout des doigts la lettre du curé. La porte du petit bureau de poste claqua dans son dos. Sur l'entête du courrier, il y avait l'adresse et un numéro de téléphone. Son émotion était si forte qu'il ne pouvait se faire comprendre. Aussi il tendit à la vieille postière l'envers de l'enveloppe où il griffonna plusieurs chiffres. La Géronte leva les yeux au ciel, ou plutôt au plafond, jauni par les fumées. C'est un indicatif pour la France. Vous savez que les communications sont encore difficiles compte tenu des destructions de lignes qu'il y a eu pendant la guerre. Je comprends votre inquiétude, madame, mais je voudrais avoir des nouvelles de mon père qui est malade.
La postière glissa des lorgnons sur son nez et fixa Hercule. Il lut dans le regard de la femme une interrogation, puis de la compassion. Le doigt pointé vers l'unique cabine, elle lui dit « Bon, je peux toujours essayer. Il faudrait un miracle. » Après quelques secondes d'attente, une sonnerie dans le lointain, une voix à peine audible lui répondit. Le miracle s'était produit. « Service des maladies infectieuses ? Bonjour, je souhaiterais parler à mon père qui est atteint d'une maladie pulmonaire. » Il y eut un silence. Il n'avait pas osé parler de tuberculose. « Je vous téléphone d'Allemagne. Je voudrais savoir s'il va bien. C'est monsieur Édouard Perruchon. » La standardiste eut un souffle qui ressemblait à un soupir. Hercule sentit son cou se raidir, ses lèvres se crisper. Son père était mort, et il n'avait pas pu arriver à temps. « Monsieur Perruchon est endormi. Je peux lui communiquer un message ?» Les nuages noirs filaient au-dessus des champs. Après les derniers bosquets, les lumières des maisons scintillaient dans la brume qui s'était levée. Hercule imaginait Édouard assoupi à l'autre bout de la France, et lui, dans une cabine téléphonique en Basse-Saxe, séparé de son père par des centaines de kilomètres, par des éléments ignorés, chemins, prairies, rivières, forêts, montagnes. Des bipèdes, plusieurs pipèdes, il les dépasserait, il patienterait, il les saluerait. Ce jour-là, il n'eut aucune indécision ni doute. Le projet et la détermination apparurent ensemble. C'était une facilité déconcertante. À son réveil, informez-le que son fils Hercule va venir le voir. Il doit uniquement attendre. Je vais le sauver. Je vais poursuivre mon voyage, et lui doit poursuivre son combat. La fille rétorqua qu'elle lui dirait. Hercule voulait connaître d'autres détails, l'adresse précise, l'étage, le couloir. « Je ne suis pas en voiture ni en train. Je veux qu'il reste en vie. »« Je ne vous comprends pas, monsieur. Comment déplacez-vous » La transmission était maintenant inaudible. La voix de l'infirmière s'éloignait de plus en plus. « Je suis à pied, je marche !» cria-t-il. « J'ai compris, vous marchez ?» La fille articulait exagérément les mots pour mieux se faire comprendre. « Vous avez autre chose à lui dire ? Je commence aujourd'hui. Tant que j'avancerai, il doit rester en vie. Je ne l'abandonne pas. Dites-le lui. » Brutalement, la conversation fut coupée. Par quel mystère ? Par quel inexplicable prodige avait-il pu téléphoner ? C'était peut-être un signe du ciel. Après avoir raccroché le combiné et fermé la porte de la cabine, Hercule fit un signe de croix, son cœur battait la chamade, d'une main tremblote, il rouvrit l'enveloppe. En prenant appui sur la tablette du guichet, il écrivit sur le bas de la page. « Papa, attends-moi, j'arrive. » Puis il introduisit la lettre dans la boîte. Il inspira profondément, admirant les champs qui s'étalaient devant lui. Les toitures de chaume, les maisons à colombages complétaient le tableau. Il se pencha sur ses grosses godasses d'alpiniste et réfléchit à sa situation. Dans quelle galère s'était-il embarqué ? Au-dessus de sa tête, un vol d'étourneaux dessinait des figures changeantes. Il se coucha et s'endormit au pied d'un arbre. Chapitre 3. Les larmes de Magda. Avec l'avantage des belles journées d'été, à part les particules de pollen, de cendres sur les meubles, de la lessive séchant plus vite au soleil, Magda avait balancé rageusement 2 grands seaux d'eau sur la terrasse, décapé à grandes enjambées le parquet de la salle commune,
détruit tout insecte volant ou rampant, avait rangé et plié les draps. C'était pour elle une trahison, une désertion, le départ d'Hercule. Depuis qu'il était là, il ne s'était jamais éloigné, à part le dimanche pour se rendre à la messe du village. Mais maintenant qu'elle avait terminé ses activités ménagères, elle était inquiète de son absence. Hercule ne prenait jamais aucune initiative sans lui en parler, et ne faisait rien de façon imprévue. Même les bruits habituels, le balancier de la grosse horloge, le ronronnement de la chatte, étaient plus sonores qu'à l'accoutumée. Mais où avait-il été? Magda, en attendant le retour de l'inspecteur, se défoulait en tricotant une large bande de laine colorée. Une pensée horrible lui traversa l'esprit. Elle l'imaginait pris par une patrouille de police, enfermé dans une cellule, ou bien encore pire, mort dans un fossé, bouffé par des rats, les yeux ouverts vers le ciel. Peut-être l'affection qu'elle lui portait était-elle trop pesante pour lui? Il était plus jeune qu'elle, et ses angoisses de le perdre étaient-elles trop visibles? Il avait peut-être la tuberculose comme son père? Magda, impatiente, se précipita vers son vélo. Dans le même instant, elle se dit qu'elle devrait être avec Helmut, le mécano, et les autres ouvriers pour discuter des travaux de la journée. Elle adossa le cycle contre la barrière et enleva les pinces du bas de son pantalon, puis pénétra dans la salle commune qui avait été aménagée en réfectoire. Il y avait des bancs de part et d'autre de la longue table de bois. La pièce sentait la cendre froide. La soupe du soir et le lard fumé patientaient sur une espèce de vaisselier rustique. Ce soir, au repas, il manquera une assiette. Mais où est-il passé? Marmonna-t-elle. Le soleil commençait à décliner. Dans peu de temps, de petites guirlandes lumineuses délimiteraient l'horizon. Soudain, le téléphone sonna. Magda se précipita vers l'appareil. « Hercule ?» Elle sentit une hésitation, puis une voix qui n'était pas celle d'Hercule. « Magda, c'est Weichert. » Déboussolée, elle balada son regard dans la pièce. « Vous soupez avec nous ce soir? Il y a une soupe de potiron et du lard. Hercule est avec vous? » « Non. J'ai fait le tour des villages voisins, personne ne l'a vu. » S'il n'était pas avec Weichert, où pouvait-il être? Oh, il ne doit pas s'être trop éloigné. Elle prit une tonalité nouvelle, entre solennité et évidence. En réalité, je pensais qu'il avait eu un accident. Je l'ai vu partir. Il avait l'intention de poster une lettre. Des visions destructrices de chasse à l'homme cognaient dans sa tête. Elle s'imaginait tenant contre elle le corps ensanglanté d'Hercule. Elle se représentait le pire afin de se préparer à cette funeste destinée. Elle répéta « Il allait poster une lettre, il allait poster une lettre ». Nerveusement, elle raccrocha le combiné avant que Weichert ne puisse intervenir à nouveau. Immédiatement, elle regretta sa réaction. Weichert était un ancien officier de l'armée. Il souhaitait lui rendre service pour lui éviter des ennuis. Elle se disposait à le rappeler, mais il fut plus prompte. Le combiné vibra dans sa main. Magda prit une inspiration et calmement dit « Bonsoir, Weichert, c'est moi !» Sa voix s'enraya, étouffée par la surprise. « Hercule, où te trouves-tu » ? « Je suis sur la route de Twistrigen entre Bassum et Drenwede. » Il lui parut heureux. Il y avait environ 47 kilomètres entre Bassum et Saint-Jürgen. Il n'avait pas rencontré de police, ni de mauvais garçons, pas d'accident de voiture, et il n'avait pas perdu la mémoire. Elle se sentait plus révoltée que débarrassée de toute anxiété. Une nouvelle pensée effrayante traversa son esprit. « Tu as bu combien de bières ?»« Oh, une seule, accompagnée d'une saucisse et de pommes de terre. Je suis un peu fatiguée. »
J'ai rencontré un vieux fermier bienveillant et une serveuse plein de bon sens. Il fit un silence. Magda, j'ai promis à mon père, qui a la tuberculose, d'aller à pied, peut-être en train, à Vallauris dans le sud-est de la France. Elle pensa avoir mal entendu. À pied? Avec tes grosses chaussures qui te donnent des ampoules? Oui, s'exclama-t-il dans un grand sourire. Magda avala sa salive. Elle ne trouvait plus les mots. Son accablement était si grand qu'elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Si j'ai bien entendu, tu vas au sud-est de la France pour voir ton père et à pied. Je vais marcher, et il va vivre. Je vais le délivrer de cette putain de maladie. Je n'y crois pas. On ne peut pas sauver les gens de la tuberculose, sauf si l'on est magicien ou doté de pouvoirs surnaturels, et toi, tu n'es pas apte à couper correctement 2 tranches de lard, à éplucher 3 pommes de terre sans te couper un doigt. C'est grotesque, voyons. Hercule sourit de nouveau, comme si elle évoquait une autre personne que lui. J'ai discuté avec une jeune serveuse. C'est elle qui m'a encouragé à poursuivre mon projet. Elle a sauvé son neveu de la maladie parce qu'elle y a cru. Elle m'a aussi montré comment réchauffer une saucisse et 3 pommes de terre. Il paraissait excessivement convaincu. Magda était surprise par une telle assurance et commençait à s'énerver. « Hercule, la guerre est finie depuis longtemps. Tu prends des risques. Tu peux tomber sur d'anciens fanatiques, des racistes, et tu n'as pas pris de valise, ni de provisions. » Il essaya de répondre, mais elle fut plus prompte. « Et où vas-tu dormir ?»« Je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi. » Il ne souriait plus, sa voix avait perdu ce ton jovial qu'il affichait au début. « Cela ne suffit pas d'expédier une lettre. C'est un besoin pour moi de le voir, Magda. » Pour Magda, il avait dépassé les bornes, cette façon de s'exprimer comme un enfant immature et de terminer ses phrases par son prénom à elle, alors qu'il avait déjà pris sa décision. « Entendu, Hercule, tu vas à Vallauris, si c'est ton souhait. Tu me surprendras si tu franchis les limites de Belme. » Une série de bip-bip, de crachotements sur la ligne semblait annoncer une coupure imminente. Elle s'agrippa au combiné comme si c'était un fugitif. « Tu es encore sur la route de Tuistrigon ? » ?»« Non, je suis dans une cabine. Il fait chaud et ça sent mauvais, ça sent la pisse de vache. » La tonalité fit couper brusquement. Hercule avait disparu. Magda s'affaissa sur le tabouret près de l'entrée. L'interruption assourdissante, les paroles et les mots, marcher, discuter avec une jeune serveuse, sauver son père, tuberculose, paraissaient couvrir le reste, les balancements de la grosse horloge, le ronronnement de la chatte, le caquettement des poules dans la cour. Les paroles et les mots d'Hercule tournoyaient dans son crâne et d'autres encore hantaient ses pensées. Après plusieurs années passées ensemble, tous ses souvenirs, ses étreintes, son espérance, ses illusions s'enfuyaient déjà. Elle pleura. Magda resta longtemps sous le ciel étoilé à songer à Hercule. Chapitre 4. La décision d'Hercule. Hercule Perruchon était un jeune homme de petite taille, plutôt maigrichon, ce qui lui donnait un certain avantage lorsqu'il crapahutait d'un pas assuré sur les sentiers avec ses chèvres. Toutefois, en l'observant plus attentivement, on pouvait percevoir une légère claudication de la jambe gauche, conséquence d'une chute de vélo. Autre caractéristique du personnage, et malgré les différentes méthodes testées, l'urine de porc, les crottes de bique, les décoctions d'eucalyptus, aucun procédé n'avait stoppé sa calvitie naissante. À l'école,
Les enfants l'appelaient la perruche. Il n'avait jamais su si c'était en raison de son nez en forme de bec ou de la crête chevelue qui garnissait son crâne. Après un accouchement difficile, sa mère Marinette avait regardé du coin de l'œil le colis emmailloté qui reposait sur son ventre. Elle était d'une santé fragile, ses sourcils en forme d'accent circonflexe donnaient une certaine sévérité à son visage. Son mari Édouard avait eu la bonne idée de rencontrer Marinette un soir de bal et la mauvaise idée de lui faire un enfant avant mariage. Un enfant, c'était la dernière chose qu'elle souhaitait. Par obligation, Édouard avait compris que d'adopter un profil bas était le seul moyen d'éviter les foudres de la famille. Rester discret, se faire oublier des voisins était la bonne méthode. Quand Hercule, enfant, jouait avec ses petits voisins, il ne prenait jamais d'initiative. À l'école, il était toujours au fond de la classe et intervenait rarement. Il avait quitté la ferme à 20 ans. Doté d'un simple certificat d'études, il était parti à Nice comme apprenti mécanicien. Pendant 4 années, il avait réalisé les mêmes tâches, les mains dans l'huile de vidange. Réservé, il s'appliquait à travailler avec humilité et compétence, sans chercher les compliments de Dario, son patron. Il n'avait pas de camarades, il n'avait pas d'ennemis non plus, car la plupart des ouvriers l'ignoraient. Il n'avait pas souhaité marquer son départ de l'atelier pour retrouver la ferme de Coursegoule. Sa mère lui avait téléphoné pour lui dire qu'ils avaient besoin de lui. Il était parti un lundi, avec en guise de souvenir un guide routier, avec au centre un livret de cartes détaillées de France et d'Allemagne, ainsi qu'un bon d'achat pour une dégustation de thé. Personne ne consulta le bouquin placé sur une étagère de la ferme. Le bon pour le thé resta dans son enveloppe. Hercule ne buvait que du café. Un rayon de soleil perça le volet entrebâillé et vint chatouiller la paupière gauche d'Hercule, ce qui le réveilla brusquement. Le matelas était plus mou et décalé. Que s'était-il passé pendant la nuit? Qu'est-ce que Magda avait remanié dans le dortoir? Pourquoi la porte était-elle du mauvais côté? Pourquoi le mur chaulé était-il piqué de nénuphars? À l'instant, il réalisa qu'il se trouvait dans une petite auberge au sud de Deppholz et qu'il se rendait à pied sur la côte d'Azur. Édouard ne devait pas mourir. Hercule commençait à reconnaître que son projet comportait un certain nombre de fêlures. Il n'avait ni boussole, ni vêtements propres, ni chaussures adaptées. La phase la moins organisée de son périple était le chemin à suivre. Il avait compris qu'il allait marcher en se jetant dans une folle aventure. À la poubelle, les prévisions de stratégie. Il connaissait bien les routes de Basse-Saxe. Pour avoir livré betteraves et pommes de terre au marché voisin, il suffisait de se diriger vers le sud. Hercule tira son oreiller et cala son dos contre la tête de lit. Il sentit encore la sournoise douleur sur son mollet. C'était la première nuit complète qu'il passait depuis 1 an. Les ronflements, les flatulences du dortoir avaient disparu. Les cauchemars qui le harcelaient dans le noir s'étaient éloignés. La couverture rayée de bandes roses était assortie au rideau. Il y avait une console en chêne sous laquelle il avait placé ses brodequins de montagne. Dans un petit renfoncement de la pièce se cachait un minuscule lavabo surmonté d'un miroir. Sa veste, son pantalon, sa chemise étaient parfaitement pliés sur une chaise recouverte d'un tissu jaune or. La représentation des robes de sa mère, dispersées dans la ferme de son enfance, lui traversa l'esprit. Il ne savait pas d'où elle avait jailli. Il se pencha à la fenêtre, s'efforçant de réfléchir à autre chose pour effacer ses pensées. Il se demanda si Magda imaginait qu'il marchait. Peut-être était-elle en train d'y songer à l'instant même.
Après avoir appelé sans succès le centre des maladies infectieuses de Vallauris, il avait emprunté une route tortueuse présentant des raidillons qu'il avalait facilement. Dans son dos, il avait laissé les champs de luzerne, les maisons, les bosquets et le pont de la Gravide. Il n'avait qu'un seul objectif, rejoindre Vallauris. Régulièrement, il s'arrêtait à l'ombre d'un arbre, ouvrait tout grand sa bouche pour prendre une bouffée d'air, s'épongeait le front en regardant au loin les faubourgs de Diepholz. Dans la petite auberge, tout en se désaltérant, il avait discuté avec un vieux soldat. Le type avait été tellement stupéfait par son aventure qu'il en avait parlé à d'autres clients. Hercule avait condensé son projet en une phrase. « J'ai l'intention de poursuivre ma route à pied jusque sur des collines du sud-est de la France. » C'est avec cette déclaration encore à l'esprit qu'il s'était jeté sur le téléphone pour appeler Magda. Il aurait aimé qu'elle l'encourage, mais les mots de la fermière venaient tuer les siens avant qu'ils sortent de sa bouche. Après leur discussion, ses jambes étaient plus pesantes, il ne pouvait la désapprouver en tant qu'amante, et pourtant il aurait aimé que ce soit différent. À l'étage de l'auberge, il y avait uniquement 2 chambres. Sur les murs, la tapisserie, décorée de peupliers sous le vent, donnait une illusion parfaite. Il lui sembla que la pièce penchait sur le côté. Il était habitué à dormir seul, ce type d'hébergement était nouveau pour lui. Quand il était en déplacement, il rentrait toujours la nuit venue dans son studio du Vieux-Nice. À peine étendu, il avait fermé les yeux et s'était endormi. Hercule, assis sur son lit, ramena vers lui sa jambe droite, légèrement fléchie, palpa son mollet gauche endolori, vérifia ses orteils. Les doigts étaient flexibles, sans rougeur apparente, bref, l'état de ses pieds était satisfaisant, sauf l'apparition discrète d'une ampoule sur le haut du talon. Hercule était content de lui. Il effectua les mêmes palpations sur son mollet droit. « Bon, ça va aller, » murmura-t-il. Après avoir placé une petite bande de tissu à l'arrière du pied, il se sentit alors disposé à poursuivre sa marche. Il songea à l'infirmière en train de dire à son père que son fils arrivait à pied, qu'il n'avait plus qu'à patienter et vivre. Il distinguait son visage, son crâne dégarni, lustré par le soleil, ses yeux sous des sourcils broussailleux. L'illusion était si nette qu'il s'interrogea. Pourquoi était-il couché? La route était encore longue. Il s'assit sur le bord du lit, disposa bien à plat ses 2 pieds sur le sol. Une contraction douloureuse monta comme une brûlure à l'arrière de la jambe, aussi insupportable qu'un fer rougi. Il remonta sa jambe sous le drap, mais cela ne suffisait pas. Quelle position devait-il prendre? Quelques instants plus tard, il sortit du lit en claudiquant sur le parquet, les lèvres pincées par la douleur. Magda avait raison, je n'atteindrai jamais les limites de Belm. Face à la fenêtre, il promena son regard sur la route. Un convoi de camions surchargés de matériaux filait vers l'est dans un nuage de poussière. Il pensait à Magda qui devait planifier les travaux de la ferme. Et, s'il retournait à Saint-Jurgen pour mieux préparer son voyage, un sac à dos, des chaussures adaptées, quelques idées de trajet sur le guide routier qu'on lui avait offert pour son départ du garage niçois, celui qu'il n'avait jamais consulté. S'il avait dû organiser un voyage, il lui aurait fallu cogiter et patienter, mais il n'en aurait pas eu le temps, et puis Magda aurait manifesté sa désapprobation devant cette évidence, son désir de s'enfuir. Il avait compris qu'il ne pouvait rien attendre d'elle,
ni ses appuis, ni son indulgence, ni surtout ce dont il avait encore besoin. Au-dessus des forêts, de petits nuages blancs formaient une colonne moutonneuse. Une douce lumière éclairait les champs ondulants sous le vent. Il était l'heure du départ. S'il regagnait Saint-Jurgen, consultait une carte, il pressentait qu'il n'arriverait jamais sur la Côte d'Azur. Il fit une toilette de chat, l'eau était froide. Il enfila son blouson et descendit. Il s'arrêta à l'entrée de la salle commune de l'auberge. Cela sentait le pain grillé. Il nourrissait l'espoir que la pièce fût vide. Avec Magda, il pouvait s'écouler des heures sans échanger une parole. La plantureuse fermière était toujours là où l'on ne l'attendait pas, telle une fortification que l'on imaginait ne pas trouver. Il fit pivoter la poignée de la porte. Malgré les 4 années passées au garage, il redoutait toujours de pénétrer dans une salle pleine de visages étrangers. Il était embarrassé, intimidé. Il poussa la porte d'un geste vif et se sentit pétrifié à l'instant où les têtes pivotèrent vers lui. Une famille en tenue de voyage et 3 enfants qui gesticulaient, un couple âgé fouinant dans une valise, un militaire lisant un journal. 3 tables semblaient libres, 2 au centre de la salle, la 3e près d'une cheminée éteinte. Hercule se gratta la gorge. « Très belle journée, » dit-il. Il se posa la question, pourquoi avait-il utilisé une telle phrase spécifique à sa Provence natale, compte tenu qu'il n'y avait pas l'ombre d'un Français dans l'auberge. C'était une espèce de formule qu'Emma, la secrétaire du garagiste, nous adressait chaque matin. Les clients lui renvoyèrent un timide bonjour, puis chacun plongea le nez dans son bol. Planté au centre de la salle, Hercule se sentit mal à l'aise. Il estimait que c'était incorrect de s'asseoir alors que personne ne l'y avait invité. Une femme accoutrée d'une robe verte et d'un tablier fleuri apparut en poussant 2 portes battantes. Elle avait des cheveux roux qu'elle tentait de domestiquer en appliquant un gel inconnu. Emma n'entrait pas dans cette catégorie de femmes soucieuses d'être désirables. La serveuse présenta 2 œufs frits au couple âgé. « J'aime bien me maquiller », murmura-t-elle entre les lèvres en s'approchant de lui. « Un petit déjeuner, monsieur Perrochon ?» Hercule rougit et se rappela que c'était la fille qui lui avait désigné sa chambre le soir de son arrivée. Dans un instant de lassitude et d'emballement, il lui avait révélé son projet de se rendre à pied vers le sud-est de la France. Espérant qu'elle avait effacé de sa mémoire, il lui répondit « Oui, merci ». Il baissa la tête, embarrassé, réussissant à reproduire un faible marmonnement. Elle lui désigna du doigt une des 2 tables du centre, celle qu'il voulait éviter. Lorsqu'il se déplaça, il se rendit compte qu'il était à l'origine de l'effluve acide qu'il avait talonné dans l'escalier. Il eut le désir de grimper dans sa chambre pour se décaper, mais cela aurait été impoli alors qu'elle lui indiquait une chaise. « Un café ou un bouillon ?» lui demanda-t-elle. « Les 2 ?»« Les 2 ?» Dans la minute qui suivit, la serveuse lui lança un regard interrogatif. « Elle doit me prendre pour un débile, » pensa-t-il. Il y avait 2 motifs pour l'inquiéter. Qu'elle détecte l'odeur et qu'elle enterre l'épisode de la marche à pied. Un café sera suffisant. Elle acquiescia de la tête et s'engouffra derrière les portes battantes. La salle baignait maintenant dans une certaine quiétude. Hercule déposa sa veste sur le dos de sa chaise et plaça ses mains sur ses cuisses. Il était déterminé à ne pas bouger. Le couple âgé se mit à parler des malheurs de la guerre, de l'influence que pouvaient avoir les soviétiques dans l'est de la Biélorussie
sans qu'Hercule sache si la dame s'adressait à son mari ou à l'ensemble des clients. Il ne souhaitait pas paraître impoli et indiscret. Il fit semblant d'être intéressé par un panneau près de la cheminée. « Merci de ne pas cracher et jeter vos mégots sur le sol. » Que s'était-il passé pour afficher une telle interdiction? Pensa-t-il. La serveuse ressurgit, tenant un plateau garni d'une cafetière fumante, de 2 tranches de pain gris et d'un morceau de saindoux. Il lui laissa remplir son bol, succédané à base de soja et de fèves de lupin. Pour le moins, c'est une belle journée qui s'annonce pour votre projet. Elle avait en mémoire cette idée un peu folle. Il aspira du bout des lèvres le jus noir. Elle restait près de la table. Vous réalisez souvent ce genre d'aventure? Il capta le curieux calme qui s'était établi dans la pièce, augmentant la perception de la voix de la serveuse. D'un regard circulaire, il considéra les autres clients. Aucun d'eux ne semblait attentif, sauf le militaire qui nous observait du coin de l'œil. Même le bouquet d'hortensias dans son vase retenait son souffle. Hercule, gêné, acquiesça d'un mouvement de tête. Il désirait que la femme s'emploie à desservir les tables, mais soudainement tous les yeux convergèrent vers lui. Quand il était jeune, il longeait les murs du village, terrorisé à l'idée d'attirer l'attention sur lui. Dans la bergerie, il pouvait regarder sa mère traire les vaches ou lire les aventures de Tintin sans qu'elle remarque sa présence. La serveuse déclara: « Si une seule fois dans cette putain de vie, on ne se dévoile pas, c'est à désespérer. » De la main, elle lui tapota l'épaule, puis regagna enfin sa cuisine. Hercule percevait dans les yeux de l'assistance qu'il était devenu le centre d'intérêt. Il devait uniquement déposer son bol, mais celui-ci cogna la soucoupe dans un tintement qui le fit tressaillir. Dans le même temps, les effluves s'amplifiaient. Il regrettait de ne pas avoir lavé ses chaussettes dans le lavabo la nuit précédente. Magda l'aurait fait, elle. « Je veux croire que vous ne me tiendrez pas rigueur de vous poser une telle question ?» signifia une voix maigrelette en se tournant vers son mari pour appuyer sa demande. « Car avec mon époux, nous nous demandons ce que vous souhaitez réaliser. » La dame distinguée semblait plus jeune que lui. Elle portait un tailleur gris et un chignon argenté parfaitement enroulé sur sa nuque. Il se posa la question: si Magda avait modifié sa couleur de cheveux, aurait-elle un jour eu autant d'élégance que cette femme? Il comprit à qui appartenait la luxueuse voiture qui stationnait devant l'auberge. C'est extrêmement discourtois de vous poser une telle question. Hercule lui répondit que non et observait, épouvanté, la salle devenue une nouvelle fois silencieuse. Le mari de la dame, chemise blanche, cravaté, affichait une moustache finement taillée. Nous avons la fâcheuse habitude d'être attentifs aux conversations des autres, dit-il avant d'exploser dans un rire sonore. C'est un de nos défauts, dirent-ils en chœur. Il parlait avec le même accent distingué de certains bourgeois berlinois qu'il avait vus chez Magda. « Je préférerais un voyage en ballon dirigeable, » annonça la femme. « Je préférerais une traversée en voilier, » affirma l'homme. L'ensemble de la salle observait Hercule, espérant une réponse. Il aspira une longue bouffée d'air, comme s'il allait mettre sa tête dans une bassine d'eau. « Je marche, » dit-il. « Je me rends à pied sur la Côte d'Azur. »« Sur la Côte d'Azur, en France ?» demanda la femme au chignon. « C'est approximativement à 1000 kilomètres. » Hercule ignorait la distance qu'il y avait. Il n'avait pas pris le temps d'examiner une carte. « Oui, » acquiesça-t-il, « si l'on veut contourner la forêt de Signalberg. »
Il approcha sa main vers le bol, tenta de le soulever. La jeune mère de famille glissa un regard vers le militaire et se mit à glousser. Hercule aurait préféré ne pas surprendre sa moquerie. Et ils étaient logiques, bien sûr, il était grotesque, il n'avait qu'à prendre une voiture ou un vélo, ou mieux rester dans la ferme. « Il y a longtemps que vous pratiquez la marche à pied ?» dit la vieille femme. Le militaire replia son journal, pivota sur sa chaise attendant une réaction. Hercule se demanda s'il avait l'aptitude pour inventer une histoire, tout en sachant qu'il en était incapable. Il réalisa que l'intérêt du couple pour son histoire le rendait davantage grotesque, et cela ne faisait qu'accroître son embarras. « Non, pas du tout. J'ai fait ce choix sur un coup de tête. Un acte que j'ai décidé de faire pour un monsieur qui est atteint de tuberculose. » Les enfants du couple arrêtèrent leur jeu comme si Hercule parlait une langue inconnue. « Vous voulez dire comme un pèlerinage pour se rendre à Lourdes en France ?» demanda la dame chic, avec la volonté de le soutenir. Elle se tourna vers son mari et amorça d'une voix digne d'un chant religieux. Il est né le divin enfant. Pendant que ses joues se gonflaient, il se posa la question. Son chant était-il destiné à son mari ou à l'ensemble de la salle? Il aurait été discourtois de l'arrêter. Quand elle cessa, elle esquissa un sourire. Hercule gloussa aussi, car il était démuni de tout argument. « Donc, il est au courant de votre randonnée ?» dit le père de famille en tenue de voyage depuis la table proche de la fenêtre. Hercule bascula sa chaise sur les deux pieds arrière, posture que sa maman Marinette avait toujours désapprouvée. « Oui, j'ai téléphoné à l'hôpital. Je lui ai aussi expédié un courrier. »« C'est peu !»« J'ai été pris par le temps. Je n'ai pas pu... » La réaction impertinente du bonhomme pétrifia Hercule. Il était certain que le type avait percé la faille. « Il y a longtemps, » dit la femme chic, un couple avait entrepris une marche contre la faim en Afrique. Ils ont été au fin fond du continent pour demander au pensu président obèse qu'entre deux bouchées, il aide sa population à survivre. Son mari acquiesça d'un mouvement de tête. Hercule avait des difficultés à respirer, il éprouvait un sentiment de malaise, il palpa la manche de sa chemise comme pour se tranquilliser, ce qui apaisa son angoisse. Même s'il est extrêmement petit, avait affirmé sa grand-mère, même si c'est une tare, il y a peu de choses à rectifier. Le couple de bourgeois berlinois débitait des propos concernant le judaïsme et l'ensemble des institutions religieuses d'Abraham à Moïse. Lui n'était pas concerné par ces choses-là, il n'était juste qu'un mécano-éleveur de chèvres qui avait posté un courrier. Il se reprochait d'avoir dévoilé sa marche aux voyageurs de l'auberge. Il aurait aimé que personne ne parle de religion, mais cela ne l'ennuyait pas que les gens soient sincères avec leur foi. Il avait le sentiment d'être dans une pièce où tous les clients possédaient la règle du jeu, hormis lui évidemment. Pendant plusieurs années, avec son père, ils avaient parcouru les sentiers, cavalé dans la garrigue derrière les chèvres, pêché dans les ruisseaux, cueilli des champignons, piégé des grives. Il était si chanté avec lui, et en ce moment, il était en route vers la mort, il ne voulait pas, il refusait de le voir partir. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son front. La spontanéité de sa révélation l'avait désorienté, il essuya ses yeux embués. L'air semblait à nouveau vibrer dans la salle. Depuis l'instant où il avait réveillé l'image d'Édouard dans sa conscience, Hercule avait le désir de s'y arrêter, mais il percevait des visages sceptiques fixés sur lui, comme l'avait fait Magda quelques jours auparavant. Il avait en mémoire la lettre jaunie du curé,
Il était là, face au champ, repoussant l'idée que son père allait mourir et qu'il ne le reverrait plus. Il sentait monter la nausée, il allait sortir de l'auberge pour s'aérer. Hercule n'avait plus faim, il but quelques gorgées de jus noir, trancha du bout des dents un morceau de pain, glissa sous l'assiette quelques miettes égarées, comme quand il était gosse, puis quitta la pièce. Dans la chambre, il essaya de défroisser les draps et la couverture rayée de bandes roses. C'est ce qu'aurait fait sa mère. Il avait envie de partir. Face au lavabo, il humecta ses rares cheveux, les plaqua sur le côté droit de la tête, se frotta les dents avec le petit doigt. Il remarqua certaines ressemblances avec son père, parenté physique qu'il retrouvait dans la couleur marron des yeux, mais aussi dans la forme des lèvres, un peu en accent circonflexe, et du front plutôt bombé brûlé par le soleil. Il s'approcha du miroir avec la volonté d'imaginer sa mère. À part sa petite taille, Marinette ne lui avait transmis aucune expression familiale. Hercule était un marcheur et un homme usé. Il avait trop arpenté les sentiers étroits écrasés de soleil, il avait passé une partie de sa vie à s'éreinter aux travaux des champs. Qui pouvait-il duper? Sur ses bras, ses jambes, sa peau ressemblait à une carapace de tortue. Il pensa au nombre de kilomètres qui le séparaient de son père, à l'allusion de Magda évoquant son potentiel physique, au sarcasme du monsieur chic en chemise blanche. Il était logique, il n'avait aucune pratique d'une si longue marche, il n'avait aucune carte routière, il n'avait qu'à payer l'aubergiste et à faire demi-tour. Il poussa lentement la porte de la chambre, c'était comme un renoncement, une défaite à ce projet qu'il venait juste d'entreprendre. Quand il se dirigea vers l'accueil, ses godastes d'alpiniste ne provoquèrent aucun craquement dans l'escalier de bois, il glissa sa main dans la poche de son blouson. Lorsque la porte de la salle des repas s'ouvrit subitement, apparut la serveuse talonnée par le couple de Berlinois et la mère de famille. « On craignait que vous ayez déjà quitté l'auberge » débita le vieux monsieur en tirant sur le col de sa chemise. « Nous vous souhaitons une bonne route » dit la voix troublée de son épouse. « Nous espérons franchement que vous y arriverez » renchérit la jeune mère. Le vieux monsieur tendit une carte de visite à Hercule. « Quand vous atteindrez la Côte d'Azur, avisez-moi. » Ils étaient convaincus qu'il y arriverait, ils avaient remarqué ses chaussures de montagnard, ils avaient entendu ses déclarations, ils avaient conclu que l'esprit, la croyance pouvaient le porter jusqu'au bout de son projet. Hercule se remémora ses incertitudes et son manque d'assurance. « C'est réellement très aimable, » dit-il d'une voix étouffée par l'émotion. Ils lui tendirent la main, la serveuse, les lèvres vers l'avant, mima un baiser qui resta suspendu dans l'espace entre sa bouche et le front d'Hercule. Il est possible que dans l'instant où il s'éloignait de l'auberge, le vieux bourgeois pouffe en faisant une singerie et qu'un rire vienne résonner dans la salle à manger. Mais ça, Hercule ne l'entendit pas. Il s'en alla vers la route de l'Embrouche, fit un petit signe de la main. Mais il n'y avait personne dans son dos. Face à lui, les vastes plaines jaunies, les bosquets, des forêts, plus loin des collines qui plongeaient dans un lac. Il avait repris son périple en marchant, il imaginait déjà le terminus.